sont les enjeux des entreprises en matière d'objets intelligents ou connectés? Nous en parlons avec Samir Bounab, Chief Business Officer de Witekio, un bureau d'études spécialisé en systèmes embarqués et IoT. Bonjour Samir. Bonjour. Alors on peut peut-être commencer par quelques définitions avant d'aller plus loin dans le sujet. Qu'est-ce que c'est qu'un objet intelligent et qu'est-ce que c'est qu'un objet connecté? Alors effectivement, je fais la séparation entre trois types d'objets, un objet intelligent, un objet connecté, un objet intelligent et connecté. Un objet intelligent, c'est un objet qui embarque de la technologie, ça peut être une machine à café intelligente, ça peut être une imprimante industrielle, ça peut être un objet médical qui va avoir des fonctions software d'interaction avec l'humain et donc avoir une certaine forme d'intelligence et d'évolutivité. C'est-à-dire qu'en fait, on va échanger directement avec la machine en question. Exactement. Et celle-ci va avoir des actions en fonction de ce qu'on va lui dire, que ce soit en appuyant sur un bouton, via la voix ou autre, et on considère que du coup, comme il y a une action, elle est intelligente. Exactement, on va pouvoir interagir sur le monde réel avec cette machine et interagir avec cette machine. Après, il y a le volet connecté, et là, ça peut être plutôt des objets non technologiques, inanimés, comme un capteur, comme une roue, comme n'importe quel objet du quotidien. Ça peut être un frigo, ça peut être une chaussure, ça peut être... Et donc là, c'est des objets connectés, c'est une grande tendance qu'on a vue dernièrement, des objets qui n'étaient pas technologiques, et on va rajouter de la connectivité. Et puis il y a les objets intelligents et connectés qui sont des objets avancés et qui en plus ont rajouté une couche de connectivité pour des nouvelles fonctionnalités ou plus d'évolutivité dans le temps. Et du coup, trois types d'objets. On parle beaucoup aujourd'hui des objets connectés. On a l'impression que c'est la prochaine grande tendance, ça et l'intelligence artificielle, et on va voir un peu plus loin que les deux sont liés. Au sein des entreprises, comment on l'explique ça que tout le monde ait envie d'y aller finalement sur les objets connectés? Alors, déjà effectivement on voit les chiffres, il y en avait 5 milliards en 2010, on est à 15 milliards actuellement. Et on vise 50 à 80 milliards d'objets connectés en 2020. Donc effectivement, c'est des chiffres absolument impressionnants quand même. C'est que vraiment, en fait, la question c'est qui n'aura pas d'objets connectés ou qui ne fera pas d'objets connectés en 2020, quoi. Exactement. Et donc la question c'est pas est-ce que ça va arriver, c'est mais comment on va réussir plutôt. Donc ça c'est sûr que c'est une tendance très forte qui a eu lieu avec trois principaux drivers. Le prix des hardware, notamment des microcontrôleurs, des microprocesseurs qui est devenu très petit. Bien sûr. Et donc on a pu se permettre de mettre ça dans n'importe quel objet avec un prix très faible. Dans un stylo, dans une chaussure. Dans une chaussure, effectivement, à un prix très très faible. On a des capteurs qui coûtent quelques centimes. La deuxième chose, c'est le fait d'avoir de la connectivité un peu partout et qui fait qu'on va pouvoir avoir de la connectivité dans un champ, dans une usine, en ville, à la campagne et un peu partout. Et donc on peut connecter à peu près tout et n'importe quoi. Et ça ne va pas s'arrêter puisque demain il y a la 5G qui va faciliter encore plus cette possibilité. Il y a des technologies aussi qui existent sur du long avec du Sigfox, du LoRa, etc. Et puis la troisième chose, c'est les technologies cloud dont le coût et la performance a augmenté, enfin le coût a diminué et la performance a énormément augmenté, ce qui fait qu'on peut collecter énormément de données. Et c'est là que l'IA vient aussi dans le jeu, c'est que finalement, première étape, on a collecté plein de données, on était un peu embêté parce qu'on ne savait pas quoi en faire, et l'IA vient donner un moyen pour traiter intelligemment cette donnée et lui donner de la valeur. Donc effectivement, c'est une tendance de fond. Certains disent que ça va être plus fort comme révolution que le mobile. D'accord. On verra, puisque le mobile c'est déjà une belle révolution, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et qui va de toute façon arriver. Et alors c'est une révolution et on connecte du coup un certain nombre d'objets. Bon, alors on donnait l'exemple de la chaussure ou du frigo en introduction, mais qu'est-ce qu'on en fait du coup de ces objets connectés quand on est une entreprise par exemple? À quoi ça va nous servir de connecter ces objets? Alors ce qu'on voit actuellement, c'est que le marché B2B est un peu plus mature que le marché B2C, c'est-à-dire que la face émergée de l'iceberg, ça va être des chaussures connectées de Nike ou des objets du quotidien, mais ce qui, on va dire, qu'on voit pas encore réellement aujourd'hui dans notre environnement. Donc en fait, on le voit, des gens qui ont des montres connectées. Oui, par exemple, c'est vrai, c'est un objet. Il y a des objets de santé un peu connectés. En fait, on l'a plus que ce qu'on imagine, en tout cas. Il y a des équipements de cuisine qui arrivent et qui commencent à avoir certaines couches de connectivité. Mais ce qui est le plus mature et ce qui s'installe plus sérieusement dans le business, c'est en B2B, puisque on va pouvoir avoir un ROI assez tangible là-dessus. Je vais vous donner quelques exemples. Dans l'agriculture, ça marche très bien, puisque l'agriculture, ils sont habitués depuis longtemps à utiliser les technologies pour gagner en efficacité. Et en agriculture, il y a beaucoup de données à collecter, à corréler avec la météo, avec le champ, avec les produits, etc. Et donc on voit énormément de capteurs dans le champ, sur le tracteur, sur les bêtes, sur les machines. Donc ça c'est un usage où on voit énormément de cas d'usage qui réussissent et qui s'installent dans la durée. Et donc là, juste pour bien comprendre effectivement cette différence entre objet intelligent connecté ou objet intelligent et connecté, donc on met des capteurs, mettons, dans un champ, sur des bêtes ou dans une ferme.
ça récolte en fait des données, ça les renvoie vers un cloud ou vers un data center, et c'est pour ça qu'on les appelle connectés. Mais du coup après ces données, ça va servir à quoi? De dire il faut planter plutôt des raisins que des pommes à cet endroit-là, ou dire plutôt qu'il faut arroser à telle période de la journée en fait? Alors effectivement, c'est ce genre de scénario. On va dire que si on prend des objets connectés basiques, comme on expliquait au départ, on va mettre des capteurs, hygrométrie, température, vent dans les champs, et à partir de ça, les agriculteurs vont pouvoir savoir à quel endroit il faut arroser, à quel endroit il faut appliquer des produits, et pouvoir optimiser le parcours du tracteur, voire même on a des tracteurs qui peuvent ensuite se programmer tout seuls. Et donc en tout cas, ça c'est pour la collecte et la décision. C'est une des choses clés actuellement sur l'IoT. Sa stratégie cette récolte de données. Tout à fait. Et donc l'IoT au sens objet connecté basique, c'est vraiment ça, c'est collecter un maximum d'informations pour apprendre et pour prendre des décisions plus intelligentes, entre guillemets. Et donc ça s'applique à l'agriculture, ça s'applique à une chaîne de montage industriel, bien sûr, ça s'applique à un chantier de construction, et ça s'applique globalement au transport, à la logistique, donc à beaucoup de cas B2B. On collecte de la donnée, on comprend mieux, on analyse et on décide mieux. Et après, le deuxième cas avec des objets qui seraient intelligents et connectés, c'est là d'interagir plus directement sur le processus de production. Et donc là, on peut imaginer sur un tracteur, effectivement, avoir un système en direct en temps réel qui va analyser le champ et qui va savoir où appliquer du pesticide sur certaines plantes et pas d'autres, pour limiter l'usage d'intrants ou bien justement des engrais à certains endroits et pas d'autres, et donc optimiser, polluer moins et optimiser l'utilisation de ces produits. Donc c'est vraiment les deux volets. Et alors du coup sur ces objets connectés, chez Witekio, en fait vous ne les construisez pas, en revanche vous allez appliquer tout ce qu'on appelle couche logicielle, c'est-à-dire que vous allez faire en sorte de les faire vivre finalement, ces objets qui sont intelligents et connectés. Tout à fait, tout à fait. Alors nous on travaille donc avec les grands leaders de la tech au niveau mondial, qui sont des équipementiers qui fabriquent ou conçoivent des équipements technologiques, que ce soit des imprimantes industrielles, des équipements sur des tracteurs, des machines médicales, des IRM, ou des objets du quotidien comme des cookers connectés, ou des objets de ce type-là. Et effectivement, on va rendre l'objet, comme vous disiez, intelligent, vivant, c'est ça, vivant en partie, avec l'interface graphique, la connectivité avec d'autres objets, les applications mobiles de gestion, les interfaces web de gestion, la connectivité à du cloud, et puis des choses un peu plus bas niveau qui sont masquées à l'utilisateur, mais qui influent sur la performance, la consommation d'énergie, la sécurité dans ce device. Et là où nos clients vont, eux, faire la partie mécanique, ou la sous-traiter à d'autres, mais on va dire que c'est pas dans notre périmètre. Et sur le volet hardware, donc les cartes électroniques, soit on travaille nous avec des partenaires, soit eux-mêmes le prennent en charge. La sécurité, vous l'avez mentionné, c'est je crois un des plus gros freins aujourd'hui selon plusieurs experts au développement des objets connectés. Vous partagez ce point de vue? Alors en B2B effectivement, les freins c'est 1, le ROI, donc est-ce qu'il y a un business case, 2, l'interopérabilité avec des devices existants, parce qu'on n'a pas inventé la connectivité, ça existe depuis une trentaine d'années, et 3, la sécurité effectivement qui est un sujet quand on est sur une ligne de production, si on commence à connecter quelque chose, on veut absolument que ça soit sécurisé. Ça reste de la donnée parfois sensible, il faut que cette donnée on sache où elle est et on sache qui y a accès. Tout à fait, en plus il va y avoir un aspect normatif qui va arriver assez vite, puisque dans la sécurité ce qu'il faut comprendre c'est que la sécurité d'un système c'est la sécurité du maillon le plus faible. Et donc on a vu un exemple, enfin il y en a plein des exemples de gros problèmes de sécurité. Je ne sais pas si vous avez vu l'exemple d'une caméra, d'une sonde de température dans un aquarium. Oui, effectivement, qu'on a réussi à pirater. Qui était un objet sûrement acheté sur un site en ligne très basique, connecté à l'ordinateur, et donc connecté à Internet pour remonter les données de l'aquarium. Les hackers sont rentrés par là, sont rentrés dans l'IT du casino et ont piraté toutes les données de transaction. Mais c'est assez fascinant d'ailleurs, on tape sur Google objets connectés piratés et on trouve un nombre d'objets complètement improbables piratés qui ont donné lieu du coup à des vraies arnaques derrière ou des vrais piratages. Ouais. Ce qu'il faut comprendre c'est que c'est comme un ordinateur finalement. Enfin, une fois qu'on a piraté un objet connecté, on a à peu près le même contrôle s'il n'est pas bien sécurisé que si on avait l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Et donc il y a des gens qui ont piraté des caméras aussi et qui ont fait tomber des sites web avec ça. Donc ça ne concerne pas que le produit, ça peut concerner tout le système et tout Internet. Donc il va y avoir des normes. Il y a déjà des normes pour se connecter à certains clouds. Donc des grands acteurs tels que Azure disent voilà les prérequis de sécurité que vous devez avoir sur votre objet pour vous connecter chez moi parce que vous allez avoir un impact systémique. Donc clairement ça va arriver, enfin ça arrive déjà. Les problèmes arrivent et il
il faut l'intégrer. Les solutions arrivent aussi. Les solutions arrivent et effectivement c'est important de l'intégrer maintenant qu'on le sait et qu'on l'a observé, de l'intégrer dès le design puisqu'il va falloir le faire à l'usine. Bien sûr. C'est pas que sur le software. Pour le faire vraiment bien, il faut pouvoir le faire aussi au niveau hardware. Alors si on parle du software et plus précisément de Witekio, donc effectivement il y a cette tendance, il y a cette sécurité des objets connectés du coup qui est un sujet qui est pris à bras le corps maintenant. Vous avez un parti pris assez fort, c'est que vous créez du coup des logiciels et vous avez pris le parti de dire maintenant la norme ça n'est plus d'avoir un logiciel et de le changer tous les 3 ans, c'est d'avoir un logiciel qui doit évoluer ou en tout cas où il faut mettre toutes les chances pour le logiciel d'évoluer. Vous avez développé du coup un software évolutif. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors effectivement, en fait on a développé ce qu'il faut pour rendre son software évolutif, pour être plus précis, à la fois au niveau très bas niveau, donc des fonctionnalités très cachées on va dire des produits, et le software lui-même, donc la partie plus visible de l'utilisateur. Effectivement, quand on parle d'objets connectés, les deux clés c'est évolutivité, parce que sinon les gens, que ce soit en B2C ou en B2B, ne vont plus utiliser vos fonctionnalités si elles n'évoluent pas. Son téléphone, on aime bien qu'il évolue, mais ça s'applique sur les produits qu'on utilise. Et la sécurité, on ne peut pas tout anticiper. Et il y a toujours des gens très créatifs qui inventent des nouveaux moyens de hacker des devices, et donc il faut pouvoir le faire évoluer. Et donc pour nous c'est un must-have absolu, tout le monde devrait l'avoir. Tout le monde ne peut pas accéder malheureusement à l'expertise de Witekio, et donc on a décidé de mettre une partie de ce savoir-faire en open source. Pour que chacun puisse créer ensuite un software évolutif, que ce soit sur une machine à café, sur un capteur en fait dans l'agriculture, sur une machine industrielle ou sur un stylo si j'ai envie demain de connecter mon stylo par exemple. Exactement, et donc on va pouvoir changer l'interface utilisateur de sa machine, rajouter une fonctionnalité avec une application mobile. Mais un peu comme des constructeurs de voitures électriques, un constructeur de voitures électriques assez connu où en fait on achète une voiture au départ et puis les fonctionnalités arrivent au fur et à mesure avec des mises à jour tous les mois, toutes les 2 semaines, tous les 6 mois. Absolument, on travaille beaucoup là-dessus avec nos clients, c'est-à-dire de créer des plateformes qui vont être réutilisées d'un produit à l'autre sur la durée. Et donc avec le hardware et le software, sur le hardware on pousse à prendre de l'avance. On met des choses qui ne sont pas utiles à l'instant T, mais qu'on développera plus tard du coup. Mais qui préparent le futur, et parce que justement cette plateforme va être sur un produit vendu, puis ensuite sur les prochains produits on pourra rajouter des fonctionnalités. Et je pense que c'est aussi le futur, dans un monde où on essaie de jeter moins les produits et les utiliser plus longtemps. Le software va leur donner une durée de vie plus longue, et 2, ce sont les attentes des utilisateurs d'avoir plus, et 3, ça fait des business models qui sont vertueux pour l'entreprise puisqu'elle va pouvoir monétiser aussi le fait de faire évoluer, d'ajouter des nouvelles fonctionnalités. La relation ne s'arrête pas au moment de l'achat du produit. Si j'achète une voiture à l'instant T, ça pourrait la relation effectivement est suivie derrière. La relation est suivie parce que j'apporte du service dans la durée. Donc ça, je pense que ça répond à beaucoup d'enjeux de notre époque que de faire des produits évolutifs. Et du coup, beaucoup d'entreprises se lancent dans les objets connectés, on l'a vu. Pour autant, beaucoup ne réussissent pas et on n'aura pas forcément le temps d'en parler aujourd'hui, mais vous avez lancé un produit qui s'appelle IoT Maturity parce que vous vous rendez compte que 75% des projets d'objets connectés ne voient pas le jour finalement parce qu'ils ont été peut-être mal pensés au départ ou en tout cas on ne trouve pas forcément leur marché. Donc on peut aller en fait évaluer la maturité de son projet directement sur votre site ou en appelant du coup Witekio directement. Alors vous pouvez nous appeler, il y a aussi un outil en ligne sur notre site qui est accessible depuis le site, ou sinon c'est iotmaturity.witekio.com. Merci beaucoup Samir Bounab. Je rappelle que vous êtes le Chief Business Officer de Witekio et n'hésitez pas du coup à aller tester la maturité de vos projets IoT ou intelligents.